Bonjour, bon après-midi à tous et à toutes. Soyez tous les bienvenus à cette séance. Nous allons avoir des discussions sur la prise en charge des co-infections impost VIH selon les recommandations de l'OMS. Je vais vous donner une mise à jour sur comment ce webinaire va se dérouler. L'OMS respecte les codes d'éthique et nous sommes engagés à créer un environnement favorable pour permettre à tous de participer dans un environnement inclusif, respectable et sûr. Nous sommes également régis par les normes les plus élevées d'éthique professionnelle et nous sommes tous appelés à agir avec intégrité et respect à tous les participants conformément aux normes de l'OMS. En résumé, nous parlons du PCA qui sont la prévention du harcèlement, de l'exploitation sexuelle et des abus. Maintenant, pour des annonces, la séance est interprétée en anglais et en français. Et au bas de votre écran, vous allez voir une icône de globe, c'est l'icône d'interprétation. Tout ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur cette icône d'interprétation et vous allez écouter la séance dans votre langue de choix, que ce soit en français ou en anglais. Vous pouvez également utiliser la rubrique Q et A pour vos questions et réponses. Vous pouvez tout simplement mettre vos commentaires ou vos questions dans cette rubrique. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité chat pour vos présentations personnelles et des questions. Le chat peut être également utilisé par les présentateurs pour partager avec vous des documents importants. Cependant, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez lever votre main en utilisant la rubrique «Lever la main» et le modérateur vous donnera la parole pour prendre la parole si nous avons assez de temps pour le faire. Ou soit vous pouvez simplement mettre vos commentaires ou vos questions dans la rubrique Q&A. Sachez que participer à cette séance, que ce soit comme panéliste ou participant, est très important pour nous et votre contribution nous tient vraiment à cœur. Donc, nous appelons et vous demandons de partager avec nous vos commentaires et vos questions. Les diapos seront partagés après le webinaire avec tous les participants. Notez également que toutes les informations qui seront partagées lors de cette séance seront utilisées par l'OMS et tous les participants auront l'opportunité de recevoir les diapos et les documents que nous allons utiliser lors de cette séance. Cependant, nous allons garder vos données personnelles de manière confidentielle. Tous les matériels qui seront utilisés dans cette séance seront publiés dans nos différents articles et rubriques. Comme je l'ai déjà dit, les objectifs de cette séance, c'est de faire la dissémination des recommandations de l'OMS en matière de prise en charge des co-infections MPOS VIH. Voici un peu l'ordre du jour. J'ai déjà donné les règles de base. Nous allons à présent passer aux remarques de bienvenue. Ensuite, nous aurons un petit sondage où l'équipe d'informatique va projeter les sondages pour que nous puissions participer. Ensuite, nous aurons la mise à jour de MPOS. Ensuite, les recommandations de l'OMS. Ensuite, la présentation de la Sierra Leone et les mots de fin. Sur ce, je vais vous souhaiter la bienvenue à cette séance. Sans perdre le temps, je vais passer la parole au docteur Massina. Vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons quelques défis techniques avec Hilary.
Pendant que Hilary résout son problème de connexion, je vais donner la parole au professeur pour son mot de bienvenue. À vous, professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, John, pour cette opportunité de participer à ce webinaire très important. Nous croyons, comme cela est écrit dans les Écritures, nous n'allumons pas la lampe pour le mettre sous la table. Nous le mettons quelque part pour que ça éclaire toute la salle. Donc, c'est les objectifs de ce webinaire. Donc, nous allons partager avec vous lors de cette séance les données que nous avons collectées au cours de 1 ou 2 ans avec vous. Nous ne sommes pas confinés à notre institution. L'objectif, c'est de partager ces informations que nous avons à notre disposition avec vous. Et cela permettra d'apprendre les uns des autres. Par exemple, la Namibie vient d'enregistrer son premier cas, donc ils pourront apprendre de l'expérience de la Sierra Leone. Donc, nous aimons beaucoup, nous apprécions énormément cette opportunité. Cela nous permettra de continuer d'apprendre pour améliorer nos interventions. Cette séance également est une opportunité pour nous de partager avec vous les bonnes pratiques et également renforcer notre collaboration pour qu'on puisse agir de manière efficace. Nous parlons de la prise en charge des cas aujourd'hui. Souvenez-vous, John, lors de cette semaine, dans une autre réunion, quand vous présentez, vous avez dit que le MPOS n'est pas une question de chiffres, il s'agit d'une question de santé majeure. Donc, il faut euh, le tacler dans toute sa complexité. Donc, nous sommes ravis de participer à cette réunion et nous exhortons tous les participants à poser les questions parce que cela nous aidera à vraiment améliorer nos interventions. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. Merci pour vos mots de bienvenue. Hilary, est-ce que vous êtes prêt maintenant pour votre mot de bienvenue? J'espère que la connexion est maintenant établie. Hilary, si vous m'attendez, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, professeur. J'espère que la connexion marche très bien. Je suis ravie de vous voir tous ici présents ici, les professionnels de santé, les experts, les partenaires qui sont tous engagés à améliorer la prise en charge des personnes infectées par MPOS et VIH. Je vais commencer par exprimer ma gratitude à tout et chacun de vous. Merci pour votre travail que vous faites pour contrer MPOS. Merci également pour votre participation à cette séance. Un remerciement spécial va à l'équipe de CDC Afrique, les partenaires et l'équipe de formation de l'OMS pour votre dévouement et votre organisation à ce webinaire. Comme vous le savez, un poste demeure une préoccupation de santé publique majeure qui se propage si rapidement. Dans le passé, un poste est enregistré seulement en Afrique centrale, mais la situation a évolué. Nous voyons maintenant la propagation de un poste qui va au-delà de cette région et a passé également de la transmission animal-animal vers animal-humain et humain à humain. Donc, cela montre la gravité de la propagation. Les données de l'OMS montrent que les personnes qui ont un poste et VIH font face à beaucoup de complexité. Les mortalités varient de pays en pays. Et cela montre que la co-infection avec un poste et VIH euh, augmente. C'est pour cette raison que le webinaire d'aujourd'hui vient à point nommé, parce que nous sommes là pour discuter de comment nous pouvons renforcer notre approche de prise en charge des co-infections impost VIH. Nous allons également
donner la parole à l'équipe de Sierra Leone pour partager avec nous quelques recommandations clés et les leçons tirées. Nous aurons également l'opportunité de parcourir les recommandations récentes publiées par l'OMS pour nous permettre de renforcer la prise en charge des co-infections. L'objectif, c'est d'atteindre nos cibles respectives qui est l'élimination de MPOS. Nous allons, après cette présentation, recevoir des recommandations qui nous permettront de mettre en œuvre de manière efficace ces recommandations. Cela nous permettra également d'organiser des formations, des webinaires comme celui-ci, où nous aurons l'opportunité de partager avec les collègues les meilleures pratiques, les données pour mieux travailler. Je suis impatient de d'apprendre davantage de tout un chacun de vous et nous sommes également impatients de recevoir les recommandations qui vont émerger de cette discussion. Sur ce, je vais prendre l'opportunité pour déclarer officiellement ouvert ce webinaire. À vous, Massina. Merci beaucoup, Monsieur Hilary. Merci pour votre mot de bienvenue. Nous apprécions la présence du professeur Yap, des représentants de l'OMS, du siège de l'OMS et également de l'OMS Afro. Je vais maintenant à présent demander à l'équipe informatique de projeter notre premier sondage et demander aux participants de participer rapidement à ce sondage. Donc, vous voyez le sondage à l'écran. Vous avez devant vous les questions. Est-ce que vous avez déjà participé à une des séries de webinaires sur la prise en charge de MPOS organisée par Afrique CDC? Est-ce que vous avez participé à une, deux, trois, un à deux, trois à cinq, six à neuf ou 10? Si vous n'avez pas eu la chance de participer à un webinaire, vous pouvez également l'indiquer. L'objectif, c'est de comprendre si nous sommes très bien en train de disséminer les informations sur la prise en charge de MPOS. Nous allons encore laisser la page pour une minute supplémentaire avant de poursuivre le webinaire. Merci. Merci, merci infiniment. Nous avons les réponses. Nous avons représentation, participation à une, deux sessions, trois, cinq. Et nous avons beaucoup de personnes qui participent pour la première fois. Je suis ravie de voir quelques personnes qui ont participé à six, à neuf séances. Merci beaucoup pour vos réponses. Dans 5 minutes, j'aimerais vous donner les perspectives en termes de l'aperçu de la situation de MPOS dans la région africaine. Il s'agit d'une mise à jour rapide qui se focalise sur la prise en charge des cas, quelles sont les situations actuelles avant de retourner à la présentation proprement dite. Ce que vous voyez sur l'écran est que nous avons plus de 30 pays qui ont enregistré des cas. Parmi ces 30 pays, nous avons
27 qui ont enregistré des cas confirmés en 2025. Nous avons également, alors, l'épidémie sera déclarée terminée s'il n'y a pas de cas enregistrés pendant 90 jours et quelques pays l'ont déjà fait. Nous avons également des pays qui continuent d'enregistrer des cas jusqu'à 1679 cas entre semaine 38 et semaine 43. Donc, c'est une réduction de 26%, mais vous devez comprendre que cela exclut la RDC qui enregistre le plus grand nombre de cas. Nous avons également, au cours des 6 semaines passées, nous voyons des pays tels que la Sierra Leone, l'Ouganda, Burundi qui montrent une amélioration significative dans la flambée des cas confirmés. Nous avons euh, 0 cas reporté dans quelques jours pour la Sierra Leone. Cette diapo est très importante parce que nous voulons comparer les chiffres, surtout pour nous, les cliniciens, pour voir quelle est la mise à jour réelle entre les cas confirmés et le taux de mortalité. Je pourrais dire que nous avons, comme l'a dit Hilary, l'observation que nous avons faite est que la plupart de ces taux de mortalité sont des patients qui présentent la co-infection mpox et VIH. Et nous pensons que cette plateforme sera appropriée pour discuter des modalités, mais également discuter des défis et demander aux pays qui ont fait face à cette pandémie ou à cette épidémie, autant pour moi de partager avec nous leurs défis, qu'ils racontent comment ils ont pu surmonter les défis et les défis qui perdurent pour qu'à la fin de cette séance, nous puissions partager les recommandations qui nous permettra de mieux tacler la prise en charge des co-infections mpox VIH pour nous permettre vraiment de mettre en place des interventions efficaces. Nous voyons des pays tels que le Kenya, Libéria, Ghana qui montrent l'augmentation du nombre de cas allant de 36%, 27% et 8%. Les pays tels que le Sénégal, République centrafricaine montrent des pourcentages en matière d'augmentation. Mais au Sénégal, le Sénégal reporte 6 cas, ce qui représente 500% d'augmentation. À République centrafricaine, 23, ce qui représente 77%. Cependant, il y a des améliorations, comme je l'ai déjà dit, dans les pays tels que la Sierra Leone, qui a montré une amélioration significative en matière de réduction des cas au cours des 6 semaines passées. Cette diapo, c'est la représentation des des cas et nous voyons une amélioration significative des cas confirmés. Et comme je l'ai dit, notre CFA continue et nous sommes préoccupés et nous avons constaté que les CFA dans ce groupe de personnes, c'est-à-dire les patients présentant un poste et VIH continuent d'augmenter. Donc, les pays tels que le Kenya, l'Ouganda, Sierra Leone, nous avons échangé avec eux, ils nous ont fourni des données sur le taux de mortalité et cela nous montre que nous avons vraiment beaucoup de travail à faire en matière de prise en charge des co-infections mpox VIH. Par exemple, au Kenya, nous avons 6 mortalités, 5 présentent mpox VIH, le cas n'est pas connu. L'Ouganda, nous avons 20 patients. 4 présentent VIH et syphilis. En Sierra Leone, nous avons 48. Parmi eux, 2 sont séropositifs. Donc, cela montre, surtout comment
le VIH influence la prise en charge du imposte. Donc, l'objectif, c'est de partager entre nous les meilleures pratiques pour voir quelles sont les interventions que nous devons mettre en place, comment nous devons tacler cette situation. Nous avons également identifié lors de ce sondage qu'il y a eu des complications, surtout au niveau de ce groupe. L'objectif de cette séance est de nous permettre de mieux comprendre la situation pour savoir ce qu'il faut faire. Il y a également quelques préoccupations en matière de d'autres symptômes que les patients de MPOS présentent. Nous voulons comprendre davantage la situation. Nous avons identifié le VIH. Peut-être qu'il y a d'autres maladies qui compliquent le cas. Nous voulons savoir davantage. C'est pourquoi nous allons questionner les données pour pouvoir comprendre davantage. Cela nous permettra de mettre en place des interventions appropriées. Donc, je vais m'arrêter ici et vous dire une fois encore merci de votre participation à cette séance. Nous allons maintenant passer à la première présentation qui porte sur le partage d'expérience de l'équipe de la Sierra Leone et Dr. Lacaux sera chargé de faire cette présentation. Sans perdre le temps, je vais vous donner la parole, Dr. Lacaux, pour faire la présentation de la Sierra Leone. Merci. À vous la parole, Dr. Lacaux. Docteur Lacaux, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bonjour et bon après-midi à tous. Permettez-moi de partager rapidement mon écran. Merci, oui, allez-y. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit très bien votre écran et c'est sur mode de présentation. Oui. Bonjour, bon après-midi à tous et à toutes. Cette présentation devait être faite par Dr. Diba, mais elle envoie ses excuses. Malheureusement, elle devait effectuer un voyage au Canada, donc elle est incapable de joindre ce webinaire. Voici la présentation de la Sierra Leone sur la prise en charge des co-infections MPOS, VIH, syphilis. Donc, nous allons partager l'expérience de la Sierra Leone avec vous. Merci de votre participation à ce webinaire. Nous avons quelques images perturbantes, mais nous allons les partager avec vous. L'objectif, c'est de partager l'expérience de la Sierra Leone avec vous. Nous sommes dans deux épidémies présentement, l'épidémie du VIH et l'épidémie de MPOS. Pour l'épidémie du VIH, la Sierra Leone est un pays à prévalence bas en matière du VIH. La prévalence est à 1,7% entre les personnes de 15 à 49 ans. Pour l'épidémie de MPOS, nous avons jusqu'à présent enregistré 544, 5442 cas et le taux de mortalité est à 1,1%. Je suis en train de faire la présentation en prenant l'étude de cas de deux hôpitaux. L'hôpital universitaire de PTS, il s'agit d'un hôpital national et nous avons aussi un autre hôpital qui est l'hôpital de la police. Donc, ces deux hôpitaux sont chargés de la prise en charge des cas de MPOS. Merci pour regarder aux données que nous avons en matière de MPOS au niveau de ces hôpitaux. Ce que vous voyez à l'écran présentement.
Par exemple, à l'hôpital Konos, qui est l'hôpital national, nous avons une charge élevée de la maladie de VIH. Donc, il y a une charge lourde. Quand vous voyez au taux de prévalence du VIH, dans les cas de MPOS non sévère, c'est à 14%. Donc, nous avons 14% de charge de cas non sévères au niveau de cet hôpital. Donc, la prévalence ici est à 14%. Parmi ces 14%, 18%, malgré le fait qu'ils ont un cas non sévère, ils ont le VIH à un stade avancé. Au niveau de l'hôpital de Konos, où nous admettons les cas de MPOS sévères présentant des complications, la prévalence est à 86,7%. Et dans ce chiffre, nous avons 79% qui ont du VIH-Sida à un taux avancé. La mortalité générale est extrêmement élevée. De manière générale, c'est à 39%. Cela s'explique par le niveau avancé de VIH-Sida au niveau des patients qui sont dans cet hôpital. Donc, le VIH est un facteur significatif. J'avais mentionné que cette tendance que nous voyons au niveau de l'hôpital n'est pas une tendance nouvelle. Les études précédentes ont montré que les patients admis qui présentent un niveau avancé du VIH-Sida présentent aussi des complications. Parmi ce groupe, 34% sont des nouveaux diagnostics, c'est-à-dire que ces personnes ne sont jamais diagnostiquées du VIH. Donc, le taux de mortalité ici s'élève à 3 pour chaque 30 cas admis. Dans notre contexte, un poste présente quelque chose que nous n'avons jamais vu dans plusieurs euh, euh, hôpitaux. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Sur les deux premières diapos à ma gauche, vous pouvez voir des gonflements. Donc, vous pouvez voir les vulves. Vous pouvez voir qu'il y a des gonflements à ce niveau. Immédiatement après cette image, l'image suivante, vous voyez aussi des patients avec des écoulements et aspects fissurés. Donc, nous voyons des cas avec des abcès qui continuent, des gonflements de membres. Nous avons également des nécroses tissulaires. Donc, voici les différentes manifestations que nous avons enregistrées dans le contexte de mpox en Sierra Leone, en dehors des symptômes traditionnels tels que la fièvre, les maux de tête, etc. Voici un peu quelques symptômes supplémentaires
sévères que nous avons Voici donc enregistrées les dans le cas complications et de autres la Sierra Leone. manifestations cutanées graves. Donc, la Voici présentation donc la présentation des a abcès des abcès. Vous pouvez le voir ici. Donc, nous avons des aspects, des et gonflements donc génitaux. affections au Et ce cas niveau des organes génitaux qui présente enflent et des il y a eu mucocutanés étendus des très cas sévères et très très préoccupants difficiles dans et le qui contexte représentent de un la Sierra véritable Leone. défi. Et ce Et sont ces des cas sont personnes qui souffrent enregistrés déjà du VIH. auprès des patients avec le Par ailleurs, pour VIH-Sida. les Dans ces lésions manifestations, nous avons anogénitales, elles sont très également courantes et une analyse des des données lésions sur les personnes anogénitales hospitalisées étendues. montrait que 40% d'entre elles avaient Donc, donc des 40% affections, des lésions présentent au niveau génital. des Il lésions s'agit de anogénitales situations étendues. notées chez nos patients qui étaient les plus remarquables. Nous Il avons y a eu également une des nécrose de gonflements des certains tissus, membres, comme on peut des le voir nécroses sur cette tissulaires, comme vous image pouvez le voir sur qui se l'image à votre trouve sur droite, la droite. où Il le s'agissait patient d'un présente patient qui une présentait nécrose de tissulaire façon très étendue. donc importante ces nécroses. Voici Voici d'autres cas de quelques images. nécrose J'avais déjà dont je mentionné vous ai certains parlé. des cas. Quand nous Mais lorsque regardons vous aux voyez organes certains spéciaux organes tels les que l'oreille, oreilles, tels que les l'œil, yeux, nous on a voyons eu des également des situations, des symptômes au observations niveau des oreilles, de au niveau cas de des yeux. Nous suppuration avons très importantes, des abcès au ainsi niveau que dans l'oreille interne comme dans des l'oreille oreilles. externe. Donc, tous ces éléments ont été En enregistrés. ce En ce qui qui concerne concerne de les la symptômes au situation au niveau niveau des des yeux, yeux, on a nous avons eu des certaines manifestations observations oculaires. et cela a été rapporté lors Donc, il d'une y a beaucoup de conférence manifestations internationale au sur les maladies au tropicales niveau des au yeux. Canada. Et on a eu ici les images de ces cas et on a eu parmi eux un cas qui avait mené à la cécité totale. En ce qui concerne donc les complications, il y en a eu plusieurs, des sepsies, des chocs septiques, des cas d'anémie sévère et également d'autres complications dont la plus grave est ce qu'on a appelé Mpox iris. On a publié une correspondance dans le Lancet, la revue médicale, où l'on a raconté ce qui s'est passé autour donc des difficultés que l'on rencontre lorsqu'on rencontre ces complications. On a commencé le traitement antirétroviraux avec des manifestations systémiques et certains de nos patients sont morts malgré tout. Voici donc les difficultés qu'on a rencontrées dans la prise en charge des cas de mpox. Bien sûr, évidemment, il y a des fasciés nécrosés et des cas de gangrène. Nous avons eu un ou deux cas avec des structures urétrales. Et ce qu'on n'avait pas vu avant, donc le mpox chez ces personnes souffrant donc, alors, je vous ai montré l'image de cas d'infection ou de complications oculaires. Il y a eu également des complications au niveau du larynx et bien d'autres cas de constriction. On a eu des cas d'encéphalite, mais on ne sait pas quelle est la situation de ces encéphalites chez ces patients. Il y a eu les infections opportunistes courantes du VIH avec la méningite cryptococcique, par exemple. Et il y en a eu d'autres affections. Juste pour vous montrer les images qui vont vous donner une idée plus précise des nécroses. Nous avons travaillé avec des urologues pour aider la prise en charge de certains cas de ces nécroses et pour donner des conseils. Voici autant d'exemples de nécroses dans ces zones.
Il y a eu des cas de problèmes de croissance qu'on ne voyait pas nécessairement rien qu'avec le VIH, mais qu'on a pu commencer à voir à partir de l'épidémie de Mpox. Nous avons pensé qu'il y a donc des cas de malnutrition qui retardent la guérison des tissus de manière générale. Nous avons eu des cas de Mpox qui n'étaient pas nécessairement évidents, mais il y a eu des complications qui venaient du Mpox en plus sur le VIH. Et on a eu des cas de décès chez des personnes qui souffraient de diabète. Et le VIH est un conducteur, si l'on peut dire, à la mortalité. La population était relativement jeune. Sur les 60 cas, on a eu un âge moyen de 32 ans. Mais ceux qui avaient donc un VIH avancé avec donc des CD4 de l'ordre de 55. En d'autres termes, cela posait un véritable problème. Un des problèmes majeurs qu'on a rencontrés, en plus donc du Mpox Iris qu'on a décrit dans le Lancet sur les maladies infectieuses, c'est donc la résistance aux antibiotiques. Est-ce que cela indique qu'il y a une association qui aggrave cette résistance? Ce n'est pas clair, mais en tout cas, cela semble fort probable. On a pu voir en effet ces cas se présenter pendant donc les antibiotiques de première intention et ceux de deuxième intention. Et même cela s'est remarqué parmi ces patients. Il y a un problème quant à l'utilisation d'antimicrobes avant qu'on ne mette des mesures en place. Les antibiotiques étaient utilisés par nombre de personnes et l'on s'est rendu compte que 80 à 90% de ces personnes n'avaient pas d'infection ou de complications avec des bactéries et utilisaient donc des antibiotiques, même dans nos unités où ces cas étaient pris en charge. Quelles ont été les mesures prises et la prise en charge, donc, incluait un support des antirétroviraux accentués avec toutes les difficultés qu'on a eues à ce niveau. Ensuite, il fallait prendre en charge les infections opportunistes telles que la tuberculose ou la méningite cryptococcique. Pour des cas avancés, l'on est en train d'évaluer l'assistance des biologistes et également on est en train d'utiliser l'évaluation donc chez les patients particulièrement atteints. Alors, notre nouvelle intervention après les réunions avec l'OMS organisées au Kenya, Dr. Djiba a eu une discussion avec des experts, dont un rhumatologue et la, le la papaye avait un impact chez ces personnes qui avaient des nécroses. La papaye a donné des résultats assez encourageants et c'est une thérapie traditionnelle. Donc, il fallait écraser le fruit non mûr. Ces personnes qui avaient des nécroses étendues, comme vous pouvez le voir au sommet, lorsqu'on leur appliquait à la surface cette papaye écrasée,
on a pu voir des améliorations. Hein. Et vous voyez, par exemple, comment ce patient a pu avoir sa situation améliorée grâce à l'utilisation de papayes jeunes, crues, qu'on écrasait pour leur appliquer cette substance. Et évidemment, il y a le problème d'une infection potentielle, mais en tout cas, on a pu noter une amélioration. Voici un autre cas. Cet homme est venu d'un autre pays et il portait déjà le Mpox. Il venait d'un pays voisin. Nous avons pris en charge cet homme avec la papaye crue écrasée et on a noté des améliorations pour ce qui était de la nécrose elle-même. Certaines parties sont tombées, des parties de la nécrose pour laisser donc des tissus sains. Et donc, après 3 jours, les mêmes tissus ont recommencé à se nécroser. Et l'un des problèmes que nous avons voulu faire examiner, c'est qu'il y a eu une évolution au niveau génital chez cet homme. Et jusque-là, on note une amélioration. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est en train de pousser pour la chirurgie plastique pour pouvoir mieux prendre en charge. C'est un cas exceptionnel où le scrotum est exposé en soi, le pénis également pose de véritables problèmes. Nous avons vu des complications telles que la perte de vue chez un patient qui a été rétabli et est revenu. On est en train de collecter les spécimens pour voir donc ce qu'on peut colliger comme cas. Et donc, il y a une partie des résultats, c'est ce que donc Dr. Diba va aller présenter au Canada. Nous avons ce qu'on appelle ce qui se passe après le Mpox. De nombreux problèmes se posent parmi nos patients, tels que des contractures, une hyperpigmentation et des complications urologiques. Comme indiqué un peu plus tôt avec les photos, on n'est pas très sûr que ce soit des conséquences, des affections anciennes ou si c'est causé par le Mpox. Voici le cas de la personne qui a perdu la vue. Elle a été évaluée par l'ophtalmologue et des plans sont mis en place, envisagés. Et un autre enseignement que nous avons tiré durant l'épidémie de Mpox, il y a urgence à agir. Euh, à savoir appel à l'intégration des services. Ce qu'on envisage, c'est une intégration des services tant au niveau des installations que des communautés. Donc, des actions combinées à 2 niveaux pour chaque cas de Mpox. Dès le départ, cette intégration devrait être lancée avec un test avec les outils VIH syphilis. Et les données qu'on montre, c'est qu'il n'y a pas eu de cas de syphilis. On a procédé ainsi parce que il y a eu des présentations de Mpox au niveau primaire et secondaire. Et nous avons offert une prise en charge et on a procédé au diagnostic d'infection opportuniste. Il y a eu différentes interventions pour pouvoir atteindre les populations clés, leur assurer la vaccination dans les cliniques VIH. Et là, on peut voir qu'on a administré 174 799 doses, dont 13% étaient parmi les populations à haut risque, telles qu'elles étaient classées. 90% à 93 de ces personnes sont déjà avec un VIH. C'est ça, donc, la double intégration.
au niveau des services VIH et l'on veut avancer en menant donc ces personnes qui ne sont pas vaccinées et qui ont il y a eu une évolution par exploration de ces cas. Et lorsqu'on observait des risques, on encourageait à la vaccination. Et l'on est en train de travailler avec une ONG qui s'appelle Soltes à propos donc du Mpox qui s'est greffé. Les services de routine syphilis et Mpox sont intégrés, comme on l'a dit, et l'intégration, la double intégration au niveau des services VIH a mené à la mise au point d'un package de soins et de services. En conclusion, je voudrais dire que le Mpox en Sierra Leone se présente de façon exceptionnelle avec une prévalence très importante de personnes vivant avec le VIH affectées par le Mpox et une intégration des services VIH et Mpox était tout à fait faisable et l'on a pu progresser de façon considérable, même si on n'a pas eu 100%, l'on va avancer avec des analyses, mais également des communications liées à ce dispositif à mettre en place. Merci, merci beaucoup. Voici le drapeau de notre pays. C'est un plaisir pour moi d'avoir représenté Dr. Djiba. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr. Lako. Nous vous applaudissons vivement. La raison pour laquelle nous avons appelé la Sierra Leone à travers Dr. Diba et vous-même, c'était parce que l'on a vu une prédominance du VIH dans le taux de mortalité par Mpox au niveau de la Sierra Leone et on voulait savoir qu'est-ce qu'il va suivre lorsqu'on aura vaincu cette épidémie. Et je voudrais donc saluer donc votre initiative d'intégration euh, et nous avons tenu à présenter cela aux participants. Avant de passer à la prochaine présentation, je voudrais que Haïti nous envoie un autre sondage avant qu'on ne passe aux recommandations donc de l'OMS. À vous, Haïti. Nous voudrions savoir ce qui est pratiqué, ce qu'on est en train d'envisager. L'OMS recommande une initiation rapide des antirétroviraux dans les 7 jours de diagnostic et notamment pour les patients co-infectés par le Mpox. Est-ce que cette déclaration est vraie ou fausse? On vous donne juste 1 minute pour répondre et nous dire comment est-ce que cela va se présenter. Et pendant que vous prenez cette minute, je voudrais demander à l'OMS de partager avec vous, de mettre à l'écran la présentation de Dr. Seb. Dr. Lako, vous pouvez enlever votre diapositive et l'informatique va partager la présentation à venir pendant qu'on attend la participation des différentes personnes connectées à ce petit sondage. Je crois qu'on a pu s'adonner à ce sondage. La majorité des participants pensent que la déclaration est exacte. D'autres, quelques 20% pensent que c'est faux. Et après la présentation de Seb, vous nous direz pourquoi vous avez répondu positivement ou négativement. Et c'est avec plaisir que
Je note la présence de Dr. Peters qui va nous présenter la perspective du programme VIH. Ce sera une bonne chose pour nous que d'avoir une interaction parce qu'on a vu combien il y a eu une prévalence de cette co-infection VIH Mpox, avec surtout au regard des taux de mortalité. Permettez-moi maintenant d'inviter le docteur Sébastien pour qu'il nous fasse part des recommandations de l'OMS en matière de co-infection Mpox-VIH. Merci, merci beaucoup, Dr. John. C'est un plaisir pour moi que d'être avec vous. Nous avons vu le sondage. Il est temps pour nous de vous parler des recommandations de l'OMS pour la prise en charge de la co-infection Mpox-VIH. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il s'agira pour nous d'essayer de voir ce qu'il en est des directives. Est-ce qu'il est nécessaire, pourquoi il est nécessaire de se fonder sur les directives pour la prise en charge, le traitement? Et quel est le centre même de ces directives pour le traitement du Mpox, mais également de la co-infection Mpox-VIH? Et on voudrait voir les mesures, les éléments infection, prévention et lutte, et l'on voudrait voir quel est le fondement de ces directives, les avantages, les dangers, certains éléments de preuve au regard de la certitude. Et je voudrais répéter que nous savons que des patients souffrant à la fois de VIH et de Mpox ont des taux de mortalité plus élevés et avec des lésions beaucoup plus importantes. Et l'on s'est rendu compte que il y a eu des durées plus longues avant que ne se présentent ces lésions, d'où la nécessité de prendre en charge de façon particulière ces aspects. Et l'OMS a mis en place des directives pour mettre en place des éléments factuels afin d'alimenter des recommandations. La prochaine diapositive va nous montrer ce qu'on doit faire spécifiquement pour les patients souffrant déjà de VIH. Qu'est-ce qui est recommandé pour des personnes qui présentent des symptômes de Mpox alors qu'elles souffrent du VIH, à savoir, qu'est-ce qu'il faut spécifiquement? La forte recommandation sur la base d'une certitude et d'éléments factuels modérés, c'est d'initier très rapidement la thérapie antirétrovirale pour des personnes souffrant de VIH qui présentent une infection au Mpex qui a eu une thérapie interrompue pendant trop longtemps. Il y a des mesures à envisager, à savoir un test VIH très rapide, cela sur la base du fait que cela va permettre que les patients souffrant de Mpox avec des facteurs de risque basés sur des éléments factuels et un dépistage du VIH. Lorsqu'il n'y a pas de centre pour ce dépistage, il faut trouver tout de suite les moyens. Le point de départ, c'est la charge virale. Si le patient n'a pas pris ses antirétroviraux au cours de l'année précédente, il faut faire le test quand même. Et lorsqu'on a examiné ces éléments, il est clair qu'il faut comprendre que le traitement du Mpox, qu'il s'agisse d'un traitement supplémentaire ou la prise en charge standard et l'intervention en a parlé. Lorsqu'on prend en charge des patients souffrant de MPX, toutes les règles de prise en charge et d'initiation des antirétroviraux doivent être pris en compte. Lorsqu'on a suspicion de Mpox, il s'agit de voir comment on va tout de suite aborder ces patients. Il faut bien sûr, on sait que les personnes avec VIH sont des personnes au risque et alors qu'on applique de toute façon les règles générales, il faut qu'on puisse prendre des protection, le nettoyage,
Et lorsqu'on a des cas soupçonnés, lorsque vous avez davantage de patients, la nécessité de faire des cohortes est importante pour regrouper les patients et permet donc de ventiler les patients à prendre en charge. Et il y a des mesures à prendre pour éviter une transmission par les sécrétions de manière générale. Il faut se tenir à donc 1 mètre entre vous et le patient pour éviter la transmission par des postillons et autres. Et en fonction de la lésion, des lésions donc sur la peau et autres, il faut prendre des mesures d'hygiène. Et évidemment, la présentation avec des nécroses, ces patients devront avoir un traitement beaucoup plus agressif. Pour les patients souffrant de Mpox, il est nécessaire d'utiliser donc un traitement multidisciplinaire en plus donc du traitement des maladies infectieuses. Il faut également envisager la chirurgie pour pouvoir gérer les cas de lésions extensives et éviter les risques de transmission. Il faut, et ceci par donc les déchets, les ordures. Et il faut qu'on passe à la prochaine diapositive pour voir quelles sont les ressources nécessaires. Dans la gestion, les directives de l'OMS préfèrent la nécessité de passer en revue les ressources et d'autres considérations pour la prise en charge. Il faut prendre en compte l'équité dans les soins, l'acceptabilité des soins, la faisabilité et la justification des choix de traitement. Euh, Peut-être que on peut avoir comme règle de base certains autres éléments. Voici les éléments qu'il faut intégrer à ces facteurs. Et c'est ce que recommande l'OMS sur la base de la collecte d'éléments de preuve et leur analyse. Examinons encore une fois les directives pour euh, l'identification des infections, la prévention et la lutte dans ces directives. L'OMS a une recommandation par rapport à la faiblesse de la certitude à partir des preuves. Nous voyons ici que chez les patients avec des mpox confirmés ou soupçonnés, l'OMS suggère que les travailleurs de la santé et autres personnes qui prennent en charge utilisent des précautions pour éviter la transmission par les postillons ou tout contact en utilisant par exemple des respirateurs lorsque la ventilation est faible. Et il faut des précautions pour la transmission par voie aérienne, notamment pour ce qui est du virus de la varicelle. Et également, il faudrait mettre en place dans les procédures, il faut utiliser euh, donc des éléments de protection. S'il n'y a pas de cabine individuelle ou si celles-ci sont limitées, il faut avoir des cohortes et donner la priorité pour les cabines individuelles à ceux qui ont les cas les plus graves. L'OMS plutôt voudrait tenir compte des aspects psychosociaux dans la prise en charge des patients Mpox. C'est ainsi que l'institution a voulu recommander que les visiteurs et ceux qui prennent en charge, que des mesures soient mises en place pour veiller à la mise en place donc de réflexes et attitudes autour de l'hygiène et que ceci soit supervisé et qu'on essaie de voir
combien les personnes vulnérables et à haut risque et des conseils en ce qui concerne les risques impliqués, notamment pour la prise de décision de rendre visite ou non à ces donc patients, que toute personne, tout visiteur qui arrive soit donc examiné au regard de l'évaluation des risques. Si une personne est jugée à risque, on va trouver des mesures alternatives de communication avec le patient, telles que les SMS sur le téléphone ou autres. Diapositive suivante, à propos des traitements, nous savons peut-être que il y a des thérapies recommandées pour le MPAX. On sait également que lorsqu'il y a co-infection avec le VIH, l'OMS a recommandé l'initiation des antirétroviraux. Sur cette diapositive, vous verrez les recommandations suivies et j'ai vu ce qui a été le résultat du sondage. Et l'on verra ici si la majorité a bien jugé cette recommandation. L'OMS recommande que dans les 7 jours de diagnostic du VIH, que les antirétrovirés soient initiés, voire même le jour où le diagnostic est posé. Évidemment, toutes ces décisions se basent sur le principe d'une évaluation par les cliniciens et les autres déterminants du commencement des traitements antirétroviraux. Nous comprenons et l'OMS l'a clairement dit qu'en termes d'impact, l'initiation des antirétrovirés a un effet sur la mortalité. Cela permet en effet une rétention et une réduction de la charge virale à 12 mois et cela donne de meilleurs résultats lorsque les antirétroviraux sont commencés très tôt. On a de meilleurs résultats et au niveau de l'hospitalisation. Pour ce qui est de la rétention et de la réduction des charges virales, on a un excellent résultat au cours à 12 mois lorsque les antirétroviraux commencent très tôt. Il y a eu des préoccupations exprimées par le groupe GDG. On a compris les préoccupations autour du iris lorsque le traitement a commencé. La recommandation était qu'il est certes conseillé de commencer les traitements antirétroviraux, mais il faut le retarder pour les patients qui ont la tuberculose et la méningite cryptococcique. Si donc le clinicien prenant en charge évalue le cas du patient et recommande un report, cela doit être fait. On a examiné quels sont les résultats de commencer très tôt ou de retarder les antirétroviraux. L'on a pu noter qu'il y a un risque d'infection opportuniste lorsqu'il n'y a pas d'évidence d'infection par Mpox, avec une réplication des virus parmi cette population. Une diapositive en arrière, s'il vous plaît. D'accord. Là, c'est un résumé de ce que j'avais déjà dit. Diapositive suivante, celle-ci. Lorsqu'on examine les avantages et les dangers, le GDG a passé en revue la comparaison entre les avantages et les dangers de l'initiation des antirétroviraux. Il y a un impact indiquant qu'il y a intérêt à commencer très tôt les antirétroviraux avec une évaluation des risques. Il n'y a pas eu beaucoup de cas de iris et sur la base des évaluations des cliniciens, commencer très tôt les antirétroviraux est toujours plus avantageux. C'est sur la base d'éléments de preuve certains passés en revue par les DDC, on a pu voir que trois
tour de contrôle sur 7418 patients. Cela a permis que les avantages sur la mortalité étaient indirects parmi les patients de Mpox qui n'étaient pas impliqués. Donc, pendant que on aurait pu aller plus loin, le fait que les avantages indirects sur la mortalité avaient réduit l'impact la certitude offerte par les éléments de preuve. Le DDG a passé en revue toutes les preuves et a dit qu'il n'y a pas de variabilité considérable attendue. Les patients préférant les avantages d'une initiation précoce plutôt que de se retrouver avec des risques plus élevés et se disant que Monsieur A, Monsieur B a envisagé un début précoce des antirétrovirés sur la base des éléments de preuve qui ont été établis. On se rend compte que les patients préfèrent qu'on commence très tôt les antirétroviraux. Diapositive suivante, on sait que les ressources, la faisabilité, l'équité, l'acceptation sont importantes. Il faudrait pouvoir s'appuyer sur ce qui existe déjà comme provision d'antirétroviraux et cela va avoir un impact sur certaines justifications, comme je l'ai dit plus tôt, ces justifications sont à la base des recommandations dont je vous ai parlé. Diapositive suivante. Dans ce processus, il est important de passer en revue une étude qui a été entreprise et le GDG en a pris les conclusions pour classer les éléments pour faire les différentes cohortes de patients, l'initiation précoce ou retardée des antirétroviraux. Et l'on s'est rendu compte que pour ce qui est du résultat de forte mortalité, que retarder les antirétroviraux aggrave la mortalité par rapport à des antirétroviraux pris précocement. Diapositive suivante. Encore une fois, lorsqu'on voit IRIS, lorsqu'on compare traitement précoce au commencement retardé des antirétroviraux, on a pu voir qu'il n'était pas certain qu'il y ait un impact direct du retard de l'initiation des antirétroviraux sur la mortalité. Et sur la base de tous ces éléments, on a eu une instruction de passer à des recommandations pour des patients. Quelques préoccupations de mise en œuvre. Nous savons que il faut suivre les directives, mais les patients avec le Mpox et le VIH, en raison de lésions très étendues, en raison de la morbidité combinée et des risques sur la mortalité, euh, ce sont des patients qui restent 2, 4 semaines pour pouvoir se débarrasser des lésions qui sont plus importantes chez les personnes vivant de VIH. Il est dès lors important en Afrique où plus de 70% de la prise en charge est hors de la portée financière des patients. Il faut pouvoir réfléchir à la question de savoir comment mettre en application les directives, mais cela sera fonction de l'expertise des personnes qui vont prendre en charge ces patients et qui vont se référer à ces directives pour voir comment prendre en charge au mieux. En utilisant les éléments de preuve scientifiques, nous savons par ailleurs qu'il y a des préoccupations autour du suivi et on a eu des images qui nous montrent des problèmes de pigmentation. J'ai vu des images nous montrant des photos, montrant des cicatrices énormes. Il faut donc une évaluation de la qualité de vie lorsque le patient est exéaté et il faut voir l'état des
cicatrices qui peuvent être la source d'une stigmatisation, d'où la nécessité de procéder à des essais aléatoires, des études supplémentaires qui approfondissent l'appréciation de ces préoccupations. Et il est très important que ces directives s'utilise à travers le monde entier. Sur ce, je vous dis merci beaucoup pour l'occasion qui m'a ainsi été donnée pour partager avec vous ces idées. Merci, merci beaucoup, docteur Sébastien. C'est toujours un plaisir que de vous avoir Merci parmi nous. Vous infiniment, docteur avez donc Sébastien. C'était un abordé plaisir de des vous questions écouter. Vous avez pertinentes et je énuméré voudrais vous certains remercier éléments très personnellement. importants. Donc, j'aimerais vous dire un grand merci personnel pour ces informations que vous venez de partager avec nous. Cela nous montre exactement ce que nous devons faire. Et cela nous permet d'apprendre davantage et savoir quelles sont les recommandations que nous devons suivre rapidement, quels sont les éléments que nous devons faire plus tard. Dans votre présentation, vous avez dit que le retard dans la prise en charge augmente le taux de mortalité. Vous avez également parlé de quelques questions telles que iris et ce qui pourrait conduire au retard et les conséquences que ces retards pourraient avoir sur la vie de ces patients. Donc, c'est très important de partager ces informations avec nous. Vous avez également parlé des questions financières. Nous devons regarder en détail ces questions de finances et l'impact qu'elles pourront avoir sur nos patients. Vous avez également parlé du fait qu'on doit regarder également au traitement antirétroviral existant et baser nos interventions sur cela. Donc, c'est très important. Nous devons le faire pour que cela puisse bénéficier à tous. Et ce, je vais à présent, maintenant que nous avons reçu les différentes présentations, nous avons eu des présentations de l'expérience de la Sierra Leone et de la recommandation de l'OMS. Je crois que nous avons parcouru en détail le sujet. Donc, sur ce, je vais maintenant ouvrir le débat, prendre les questions, les réponses, les discussions. Je vois que les éléments ont suscité beaucoup de discussions dans la session Q&A. Mais je vais quand même ouvrir le débat pour qu'on puisse prendre la parole de vive voix et poser nos questions. Avant de prendre les questions, je vais d'abord donner la parole au docteur pour nous parler de quelques éléments importants avant de prendre quelques questions. Peut-être son intervention pourrait apporter quelques réponses à vos questions. Docteur Peters, vous avez la parole. Merci. Merci, John. Merci aux organisateurs de cette séance qui vient à point nommé et je suis ravie d'attendre les expériences des collègues, les leçons apprises également des collègues. C'est très important d'entendre ces histoires et de voir ces expériences et de voir exactement ce qui se passe sur le terrain parce que cela donne l'image à ce dont nous parlons. Je, je devrais également donner mon mot de fin, donc je vais réserver le reste pour mon mot de fin. Il est important de comprendre la prise en charge des co-infections mpox et VIH. C'est très important de comprendre tout cela parce que ces personnes présentent des symptômes plus graves et souffrent davantage. Donc, il est important de connaître cela et de le comprendre. Quand vous regardez à ces cas sévères, vous savez, ces cas sévères ne se passent pas tout d'un coup. Ce sont des personnes qui
ont la maladie pendant un certain temps avant de commencer par présenter ces symptômes. Donc, il est important de créer un environnement pour que les personnes puissent venir se faire dépister à temps. Cela pourra nous permettre d'éviter la manifestation de ces cas sévères que nous venons de voir dans la présentation de la Sierra Leone. Donc, il faut mettre en place des services pour les dépistages précoces parce que si le symptôme, si la maladie est dépistée à temps, cela pourra être pris en charge et éviter ces cas sévères que nous venons de voir. Deuxième élément que j'aimerais énumérer ici est que il est important de faire la collecte des données parce que nous sommes dans un environnement où nous avons besoin de données. Nous avons certaines données, mais pas toutes les données. Donc, il est important de faire la collecte de données parce que nous devons baser nos interventions sur ces données probantes, particulièrement sur la co-gestion des infections, de la prise en charge des co-infections. Il faut avoir les données sur ces éléments. Les données pourront également nous permettre de savoir qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que nous recherchons et quelles sont les interventions que nous devons mettre en place. Mon troisième point, c'est que les personnes qui présentent la co-infection sont des personnes qui sont relativement malades et présentent plusieurs symptômes. Ça peut ne pas être seulement impose, ça peut être la tuberculose ou le VIH, la syphilis et d'autres maladies. Et plus les maladies progressent, plus les personnes vont présenter des symptômes plus complexes. Donc, il est important d'interroger les données que nous avons pour savoir exactement ce que nous avons en face de nous. Donc, il faut faire le dépistage des maladies multiples telles que mpox, syphilis, tuberculose, etc pour savoir exactement à quoi nous avons affaire et savoir ce que nous devons faire. Mon dernier commentaire, Dr. Seb a déjà mentionné cela. Nous voyons la santé des personnes se détériorer et malheureusement, les professionnels de santé sont impuissants pour arrêter la progression de cette maladie. Et il faut arrêter cela et il faut arrêter cela parce que cela affecte le système immunitaire des personnes. Et si le système immunitaire est touché, cela vraiment complique la prise en charge. On ne sait pas si on doit cibler d'abord le mpox, le VIH ou le système immunitaire ou la tuberculose. Donc, il est important d'interroger davantage les données que nous avons pour comprendre exactement ce qui se passe au niveau de ces patients qui présentent des symptômes sévères pour savoir exactement quelles sont les interventions, bien les traitements que nous devons mettre en place. Je vais m'arrêter ici pour le moment et vous redonner la parole au docteur John. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Et un élément que j'ai noté dans votre intervention, c'est le dépistage précoce et également la mise en place des établissements ou des structures pour permettre aux patients de se faire dépister à temps pour permettre ou bien réduire le taux de mortalité. Vous avez, vous avez également mentionné la collecte de données qui sont importantes parce que les données nous permettront vraiment de savoir ce que nous avons euh, en face de nous et savoir quelles sont les interventions à mettre en place. Donc, j'ai trois questions. Je vais donner la parole au docteur Laco parce que la question porte sur l'expérience. Docteur Laco, vous devez comprendre, est-ce que quelles sont les causes de impôts dans votre pays? Est-ce que vous avez également fait le dépistage des bactéries, etc.? Est-ce que vous avez fait cela? Est-ce qu'il y a une étude
qui analyse l'immunologie de la co-infection mpox-VIH en Sierra Leone. Vous avez la parole, docteur Lako, pour répondre brièvement à ces questions. Merci, merci infiniment de me donner la parole. En ce qui concerne si une étude a été menée pour examiner les marqueurs immunologiques pour les questions de mpox, VIH, non, aucune étude n'a été menée et nous voulons réellement mener cette étude. Ce que nous voyons de manière générale, il y a une amélioration rapide quand nous initions le traitement antirétroviral. Depuis le diagnostic, après le diagnostic, nous prélevons des échantillons et nous initions le traitement antirétroviral. Donc, cela nous permettra de savoir quand il faut arrêter le traitement. Cela nous permettra également de connaître le statut, bien l'évolution de traitement du patient. En ce qui concerne les microbactéries, pour le contexte, pour le contexte de multibactéries ulcères, notre programme n'est pas robuste. C'est maintenant que nous commençons une évaluation de, des abcès et des ulcères. Mais il y avait une évaluation qui avait été menée qui montre que nous avons des plaies dans certains contextes, mais qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de cette étude. Cependant, nous suivons les lignes directrices de du VIH. Cela nous permet de faire le dépistage de tous les patients qui sont testés positifs au mpox. Nous faisons également le dépistage pour d'autres maladies telles que la tuberculose et d'autres maladies. Et ceux qui ne sont pas dans la catégorie de VIH avancé, nous nous le mettons sous différents traitements. Il y a une autre question qui a été posée présentement. La première question, je n'ai pas trop entendu. Nous avons le type 2B en Sierra Leone qui est un peu différent du cas de la RDC. Donc, nous avons le 2B en Sierra Leone qui est un peu différent. Ça devait être moins agressif comparé à l'autre, comparé au type qui est en Afrique centrale. Mais ce que nous sommes en train de constater, selon les données que je viens de présenter aujourd'hui, est que vous allez constater que nous avons un taux élevé de mortalité. Donc, ce qui veut dire que cela est dû à la séropositivité des patients, parce qu'il y a euh, une histoire de séropositivité auprès des patients. Merci. Merci. Je vais donner la parole au docteur Rachida. Merci. Merci pour cette présentation. Merci également au docteur Saib pour ses recommandations de l'OMS. Chef, la question s'adresse à docteur Seb. Je crois que Prof. Ouyab ou quelqu'un d'autre de Africa CDC pourrait répondre. Donc, voici la première question. Compte tenu, ou plutôt, combien de patients ont fait l'échantillon qui a donné la conclusion sur l'utilisation précoce des antirétroviraux
et quelles ont été les informations données aux patients pour leur permettre de prendre une décision? C'est à vous, Dr. Seb. Deuxième question, est-ce que l'impact du régime de cohorte a eu un impact sur les résultats? Et je voudrais qu'un collègue de Africa CDC réponde à la question suivante. Compte tenu du contexte de la Sierra Leone, quel a été l'impact des essais cliniques sur Mpox en Afrique? On commence par Dr. Seb et ensuite Professeur Yap pour répondre. À vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme j'ai eu à le dire dans la présentation, il y a plusieurs études qui ont été passées en revue avec une combinaison de résultats d'études et de résultats aléatoires. Une étude avait porté sur plus de 7000 patients, une autre étude portait sur 2000 patients environ. En tout état de cause, dans la décision de choisir les antirétroviraux par rapport à Iris, il y a eu beaucoup plus, quelques 100 000 patients par rapport à 1000 patients qui présentaient des lésions liées à des risques élevés. La décision qui a été prise était d'accord, il y avait incertitude quant à l'impact du retard sur les antirétroviraux aurait ou non un impact différent. Mais en ce qui concerne la présence de certaines lésions aggravées, il fallait tenir compte du fait qu'il y avait très peu d'études euh, par rapport aux co-infections Mpox, VIH. Il faut dès lors avoir une étude plus robuste dans ce domaine et faire des recommandations plus solides et pour les directives à propos des co-infections. J'espère que cette réponse est un début de proposition à cette question. Excellent. Est-ce qu'on peut passer à Profiap ou quelqu'un de Africa CDC présent? Je vais lire à nouveau cette question. Par rapport au traitement par la papaye en Sierra Leone, est-ce que Africa CDC envisage des essais cliniques pour le Mpox euh, en Afrique? Plof n'est plus connecté, il a dû quitter. Patrick a des difficultés sur Internet, mais je crois qu'on pourra assurer le suivi avec l'équipe de Africa CDC pour essayer de voir quel est le paysage qui se dégage autour de cela. Merci. Alors, je vous reparle la parole, Dr. Massina. Merci, merci beaucoup, Dr. Rachidatou. Je voudrais indiquer une chose parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais revenir sur un commentaire de Anya Onkoro qui a mis en exergue certains problèmes au niveau psychosocial dans la prise en charge des co-infections Mpox, VIH. Et c'est quelque chose qui est très important. Peut-être qu'on est tenté d'insister sur la prise en charge clinique de tout ce qu'on peut voir, mais il y a une connotation très importante au plan psychosocial de ces co-infections VIH, Mpox. Et le simple fait que il y a implication de CNS, cela atteste de complications psychiatriques, d'où l'importance de ces aspects. On a tendance à accentuer une action au plan clinique, mais ce sont
des éléments que nous avons négligés jusque-là et sur lesquels on doit revenir. J'ai pensé qu'il était important de mettre en exergue ce commentaire. Très vrai. Nous n'avons plus de temps et je voudrais remercier chacun d'entre vous et donner l'occasion à nouveau au docteur Peters pour qu'il fasse ses remarques de clôture. Docteur Peters, vous avez la parole. Merci, John. Merci à toute l'équipe et toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'organisation de ce webinaire particulièrement utile. Nous avons commencé par Prof. Diap qui nous a dit que on doit apprendre les uns des autres et collaborer de façon plus étroite. Là, nous avons eu une occasion d'apprentissage très importante avec des expériences sur le terrain dans la prise en charge du Mpox avec toutes ses conséquences. De notre côté, nous avons entendu ce qui a été dit à propos des directives de l'OMS qui ont été présentées et nous donnent une bonne orientation. Tous les orateurs ont insisté sur l'importance des soins de santé primaire exhaustifs, tenant compte de la comorbidité, VIH, Mpox, l'approche infection, prévention, contrôle, mais également insistant sur l'importance de l'appui psychosocial. Il est important de poursuivre nos discussions entre experts, entre institutions et pour ceux d'entre vous qui êtes sur le terrain, il faut qu'on continue la collaboration et qu'on s'assure de tirer le mieux des uns et des autres. Merci beaucoup et je vous repasse la parole, John. Merci beaucoup, Docteur Peter. C'est toujours un plaisir que de collaborer et de profiter des occasions, d'apprendre les uns des autres. Je crois que tout ce qui a été indiqué ici reste valable et est important et on peut partager. Je voudrais confirmer que nous allons partager les diapositives avec la permission de Dr. Lacou. On pourrait peut-être occulter certaines photos pour voir donc ce qui est et sous quel format on peut partager ces données, ces présentations avec ceux qui sont présentes sur les personnes présentes sur ce webinaire. Donc là, nous vous remercions infiniment en vous souhaitant une excellente fin de journée et profitez bien du week-end. Donc, nous allons terminer ici.